Des milliers d'actes suggèrent que les Parisiens font durant le massacre tout autre chose que de massacrer. Pour le moins font aussi d'autres choses. Si l'on regarde de près, on perçoit vite que toutes les horloges de la ville ne se figent pas sur l'heure du massacre. Au cœur de cette crise, est-ce vrai de toutes, demeurent des arythmies, des asynchronies qui disent qu'elles n'entraînent pas tout et tout le monde ne détermine pas tous les gestes. Pendant que certains égorgent leurs voisins, tandis que d'autres succombent, des Parisiens travaillent, vivent normalement, se marient sans tête, passent contrat, font comme s'il ne se passait rien. Plusieurs actes devant notaire servent également à cacher sous les tueries des enjeux bien éloignés des haines religieuses. Les époux se débarrassent des femmes, les confrères de concurrents, l'officier de postulants. La question qui se pose, au fond, est celle du possible maintien, au cœur des troubles, de chaînes causales indépendantes, de chronologies distinctes qui ne se croisent que fortuitement. Les cartes sont si mêlées, écrit Montaigne, qu'il est bien difficile d'y distinguer l'ami de l'ennemi. Par exemple, en plein massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, un protestant toulousain tente de faire assassiner son compatriote catholique, Claude Puget. Mais l'affaire n'a rien de religieux. Elle relève de la vendetta. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 6, le tueur à gages. Retour au beau milieu du massacre. Peut-être Puget assiste-t-il depuis son logis aux violences, au pillage. Il se répète qu'il est catholique, qu'il ne risque rien. Parfois, il jette un coup d'œil à la fenêtre, mais on ne devine rien de ses sentiments. Un homme, cuisinier, crie en pointant Puget du doigt, et c'en est fait du Toulousain. Oigno! Oigno! Attrapez-le! Étranger au quartier, à la ville même, Puget est fragile. Personne n'osera contredire le sycophante. À la scène avec les autres! Arrêtez, vous vous méprenez. Je suis un fervent catholique toulousain. Ils disent tout ça pour avoir la vie sauve. Faire catholique ne suffit plus. Prouve que tu n'es pas de la nouvelle opinion. Devant Dieu, je le jure. Je suis baptisé dans l'église apostolique et romaine et je vais à la messe. Personne ne te connaît ici. Le cuisinier dit vrai. Tu dois être Huguenot. Livré à la foule, déshabillé, dévalisé, Puget est assailli de coups. Inexorable, la scène s'avance à l'horizon du plaignant. Elle est le personnage central du massacre, ses ponts servant d'échafaud. Est-il mené au Pont-Aumônier ? En un gigantesque tourbillon, les assassins du tout Paris glissent vers la Seine, traînant derrière eux leurs proies, mortes ou vives. Mais tirer les cadavres par les rues sur des centaines de mètres est éprouvant et inefficace. Mieux vaut faire marcher les protestants au supplice. Ce délai, cette étape entre la capture et la mise à mort, sauve la vie de Puget. C'est dans cet intervalle qu'un capitaine de la milice s'interpose. Arrêtez! Lâchez cet homme! C'est un protestant, capitaine. Il mérite la mort. Je le connais. Il n'est pas l'un des leurs. Toi, le cuisinier, pourquoi t'acharnes-tu sur ce bon catholique? Il agit sur ordre, capitaine. Il ne mérite pas mieux que les hérétiques. Tu es libre à présent, Puget, le Toulousain. Vous autres, conduisez le cuisinier à Tanchou. Il saura le faire parler. Les étrangers de province ou de nation sont pendant le massacre parisien à la merci de la première mauvaise langue venue et ne peuvent jouir des ressources du voisinage pour assurer leur identité catholique. Ça se joue à un cheveu. Aujourd'hui, on invoquerait le hasard, on parle alors de la providence. On la figure d'un capitaine qui croise la route de Puget, planté entre lui et la foule comme une ultime accroche avant la mort, avant le fleuve. La fonction de capitaine n'a rien d'anecdotique. Si c'est le peuple, selon les termes de Puget, qui traîne à la rivière, c'est la milice qui décide, qui oriente, qui aiguillonne le massacre. Ces hommes sont aux commandes, ils quadrillent la ville selon leur quartier. Tôt dans la nuit, les capitaines, les lieutenants et les enseignes ont mobilisé leurs troupes, les bourgeois du quartier qui suivent leurs commandements. En réalité, seule une poignée de miliciens participe personnellement aux tueries. Les autres ordonnent, montent la garde, perquisitionnent, emprisonnent les huguenots, participent au pillage et couchent les biens protestants par inventaire. Certains, rares, cachent des protestants chez eux pour de l'argent ou par amitié. Le capitaine qui reconnaît Claude Puget est-il de ceux qui tuent, qui pillent ou qui sauvent ? On l'ignore. Ce que l'on sait, c'est qu'il est en bord de Seine le 25 août 1572, en position de force puisqu'il peut exiger la libération d'un homme et être obéi. Il a pouvoir de vie ou de mort. Il est au tri. On imagine sans mal que pour un homme épargné, il en a laissé filer par dizaines au fleuve. Peut-être même oriente-t-il les catholiques vers le site des exécutions, sur les pans ou en vallée de misère. Mais à ce jour, on ignore son nom et le rôle qu'il joue dans cette histoire. Il sauve Puget et livre le cuisinier à Tanchou qui l'interroge et le fait avouer.
On a déjà rencontré Jean Tanchou chez Croisier, en la vallée de Misère les soirs de massacre. C'est par la plainte de Claude Puget adressée au Parlement le 6 septembre 1572 que l'on connaît son histoire. Ce qu'il raconte tient du roman de gare. J'accuse Antoine Astorg, baron de Montbartier, huguenot du Languedoc, fils d'un capitoul toulousain, d'avoir profité du chaos, la dite nuit du 24 août 1572, pour tenter de m'éliminer. Il est aujourd'hui prisonnier à la Conciergerie, à Paris, où il est en attente d'un jugement en appel du Parlement qui l'accuse d'avoir assassiné mon père bien-aimé, Claude Puget. Antoine Astorg est soupçonné d'avoir tué à coups de bâton son coreligionnaire, Gilbert du Verger, à Montauban en 1566. Tenons-là pour acquis que cet homme est fort bien connu de la justice des hommes. Brièvement gouverneur de Montauban en 1569, il est destitué en raison des exactions commises sur le pays par ses soldats. Quoi qu'il en soit, homme de guerre et d'intrigue, soldat de réputation sulfureuse, Astorg a le profil d'un commanditaire de meurtre. Pour éliminer son accusateur, il fait donc appel à un cuisinier, et pas n'importe lequel, le cuisinier du sieur de Cavagne, derrière qui il faut sans doute reconnaître Arnaud de Cavaigne, célèbre huguenot proche de l'amiral de Coligny, déchu pour hérésie de son office au Parlement de Languedoc en 1562. Devenu maître des requêtes en 1571, malgré la fière opposition du Parlement, Cavaigne incarne la volonté de réconciliation actée par l'édit de Saint-Germain, dont il est l'un des négociateurs. Il symbolise le rapprochement entre Coligny et la couronne. Le 26 août 1572, Cavaigne est en fuite. Il se terre quelque part dans Paris. L'affaire est donc conclue entre protestants languedociens. À Paris, les provinciaux se retrouvent souvent par lieu d'origine, s'entraident et se cooptent. En l'absence de photographie, pour mettre un contrat sur une tête, encore faut-il connaître la tête. L'identification des personnes ne se délègue pas. Le choix d'un tueur toulousain l'atteste. Un ultime remords retient les conclusions hâtives. Et si Puget avait menti ? Après tout, dans cette histoire, seul s'enregistre son point de vue. Or, Puget n'agit ni pour le vrai ni pour le juste. Il veut de l'argent, comme la fin de sa plainte l'établit. Montbartier a été arrêté avec des lingots d'or. Puget demande 130 écus. Que cette histoire soit vraie ou non reste à ce jour indécidable. La référence à Tanchou comme témoin probatoire la rend vraisemblable. Pour le moins, elle enseigne la réversibilité des apparences normales et le poids variable du conformisme et des calculs dans la détermination de l'action en temps de crise. Dans les jours qui suivent le 24 août 1572, les apparences acceptables sont profondément bouleversées. Il peut sembler soudain normal ou conforme à certains acteurs d'assassiner, de dénoncer ou d'abandonner son voisin huguenot, alors qu'il aurait dû, en temps de paix, se camoufler sous une toute autre façade. Le cuisinier a pu dissimuler son action, doté d'une logique propre, éliminer un plaignant, sous un acte fin, susceptible d'être estimé acceptable par les observateurs, traîner un huguenot à la rivière. Pour étonnante qu'elle soit, la tactique du cuisinier a pour vertu de mettre en lumière cette brutale décivilisation des mœurs qui affecte jusqu'au sens de la normalité et peut contraindre les entreprises criminelles, toujours désireuses de conformité, à simuler leur participation à une tuerie de civils pour cacher leur jeu. Au jour de radicale inversion morale, les scélérats camouflent leur petite délinquance sous le grand massacre, recouvrent le mauvais par le pire, déguisent le condamnable avec l'impardonnable. On a beaucoup parlé des riverains aux aguets, de cette proximité assassine qui caractérise le massacre. Mais il est aussi des voisins qui sauvent, qui cachent, qui protègent. Nous voilà par exemple le 31 août 1572, à Paris, 6 hommes, tous habitants de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, acceptent de se déplacer chez le notaire Cléophas Perron, rue aux Ours. Ce sont les voisins d'un autre notaire, Jean Godichet. Messieurs, vous déclarez donc aujourd'hui devant nous, maître Cléophas Perron, notaire rue aux Ours, au sujet de monsieur Godichet, habitant de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ce qui suit. Lesquels, unanimement, disent, déclarent pour vérité et affirment en leur conscience qu'ils ont eu et ont encore connaissance de maître Jean Godichet, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Martin en la maison qui a pour enseigne le déluge, en la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, lequel ils ont vu et voient ordinairement venir en la dite église Saint-Nicolas-des-Champs assister à la messe et autres services qui s'y célèbrent, ainsi qu'un bon catholique a coutume de faire et ne l'ont connu autrement que catholique. Messieurs, confirmez-vous cette déclaration ?
En bon catholique, au nom de ces messieurs de confiance présents ici, j'atteste l'entière vérité de nos déclarations. Notons que ces déclarations sont faites à la demande de Maître Godichet, à qui nous octroyons cet acte pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait et passé à Paris, en l'étude du dit notaire Cléophas Perron, le 31 août 1572. En son nom et sur notre bonne foi, merci, maître. Bien sûr, ils font cette attestation sur demande de Godichet lui-même. Le 31 août, les rues de Paris sont un peu plus sûres. Mais il y a là une solidarité vicinale, professionnelle aussi, mobilisée pour certifier la catholicité d'un homme dont la confession est pour le moins douteuse. Jean Godichet a enregistré le testament de la reine de Navarre et il est depuis des années le confrère d'Eustache Goguier, notoirement huguenot, avec qui il co-signe de nombreux actes. Un certain Hercule Simon, maître chapelier, assure que le dit Godichet était soupçonné de la religion nouvelle. Ce sont des indices, certes, mais qui se soucie alors de preuves ? Fin août 1572, peu importe au fond que Godichet soit huguenot ou non. Les bruits suffisent. Ils valent arrêt de mort. C'est alors que le papier sauve la vie. En septembre 1572, laissez-passer, certificats, attestations, procès-verbaux acquièrent une force nouvelle dans l'attestation des identités, par rapport à l'autodéfinition, la présentation de soi, mais aussi par rapport au témoignage oral des proches. Deux modalités traditionnellement dominantes au XVIe siècle dans l'identification des personnes. À la Renaissance, l'identité repose essentiellement sur des données intersubjectives. L'individu se repère davantage via le réseau de ses appartenances, famille, voisins, collègues, amis, que par des modalités objectives d'identification, papier, preuves. En ces jours paroxystiques, tout l'enjeu pour les huguenots est donc d'échapper à leurs appartenances qui les menacent pour gagner une identité nouvelle garantie par notaire. Qu'on m'entende bien, le massacre ne constitue pas une étape sur la grande ligne qui mène d'un monde d'interconnaissance à l'étatisation ou à la bureaucratisation des identités. Il borne un moment étrange, réversible, ponctuel, où le papier l'emporte sur la parole. Tant la confiance en la présentation de soi est effondrée, tant les délations condamnent sans nulle forme de procès. Le titre de catholicité, qu'il émane des notaires, du curé ou du commissaire, est une arme à disposition de la minorité huguenote, ou des convertis pour esquiver l'œil des proches. Il conjure, ou affaiblit, car un papier reste toujours suspect, les verdicts du voisinage. La crise accouche d'une titularisation du social. Le titre de catholicité permet de ne plus avoir à sans cesse faire ses preuves, à toujours courir le risque de commettre un impair dans la représentation, un lapsus, un bégaiement, de laisser paraître une émotion coupable. Le papier dispense le porteur du titre catholique de démontrer avec son corps la réalité de son identité confessionnelle. Et symétriquement, l'attestation lui évite d'être assignée par le corps des autres, l'œil, la langue et la main des voisins, à une identité religieuse. Ont urgemment besoin d'attestation ceux qui veulent quitter leur corps et se libérer du voisinage, tout comme les étrangers qui, par définition, sont suspects parce qu'incapables d'être reconnus, fût sans mal, par les voisins. Ce n'est pas la première fois que je surprends des hommes à s'arranger avec la réalité devant notaire. Pas plus que d'autres institutions, le notariat n'est à l'abri de la guerre civile. Époque en stuc, les guerres de religion se hérissent de façades trompeuses, de mines sournoises et de certificats truqués, comme nous le vérifierons une nouvelle fois dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Annelise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag.
Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com, muséprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans les Voix de la Saint-Barthélemy. Que savez-vous de la mort de François de la Martellière ? Son exécution procède d'une chasse à l'homme. Ouvrez! Nous cherchons François de la Martellière, un hérétique du Perche. Est-il chez vous? Monsieur, épargnez-vous cette peine. Le dit de la Martellière a été oxy, sous nos yeux, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, devant le Fort-l'Évêque.